Merci beaucoup déjà d'être présents si nombreux ce soir pour la publication de ce rapport Mobiliser l'enseignement supérieur pour le climat. Merci également à Monsieur Mézard de nous avoir permis d'organiser cet événement ici à l'ENS. On est vraiment ravis d'être ici et on est ravis de vous compter tous parmi nous. Pour commencer, quand ce projet a été initié en mars 2018, la question de la formation aux enjeux liés au climat et à l'énergie dans l'enseignement supérieur n'avait pas vraiment été traitée. Et rien ne pouvait présager qu'un an plus tard, lors de la publication de ce rapport, la jeunesse se serait mobilisée massivement pour le climat. La demande des étudiants appelle aujourd'hui à une réponse académique profonde à la hauteur de l'enjeu, et c'est ce que ce travail vise également à encourager. Les jeunes aujourd'hui sont prêts à agir, mais ils ne pourront pas agir s'ils ne reçoivent pas la formation adéquate pour le faire. Donc, pour vous présenter brièvement la structure de notre présentation d'aujourd'hui, je vais dans un premier temps brièvement rappeler les objectifs du projet, avant de passer à une brève mise en contexte, et enfin je vous présenterai les chiffres que nous avons, les chiffres tirés de notre analyse de 34 établissements de l'enseignement supérieur. Clémence, ma collègue, prendra ensuite la parole pour vous faire part des pistes de réflexion que nous avons identifiées dans ce rapport et vous parler de la suite du projet. Donc pour commencer, ce projet a été piloté par une équipe de 3 personnes. Clémence Voreux, qui est co-autrice du rapport, moi, Marion, qui ai rejoint le projet en août dernier, et Jacques Trainer, qui est également le président du comité des experts du Shift, qui nous a apporté une aide très précieuse tout au long de ce projet, et j'en profite pour le remercier à nouveau pour son implication. Alors l'objectif du projet, c'était de faire un état des lieux de la prise en compte des enjeux liés à l'énergie et au climat dans l'enseignement supérieur en France aujourd'hui, et de proposer aux parties prenantes du supérieur des pistes de réflexion pour faire progresser ces questions. Le projet est né au sein de notre réseau d'experts, le comité des experts, qui sont des experts de disciplines diverses et variées, et qui pour une grande partie d'entre eux sont également enseignants dans des établissements du supérieur, aussi bien des grandes écoles que des universités. Et ces derniers ont fait le constat, pendant leurs enseignements, que les étudiants à qui ils avaient affaire n'étaient voire mal formés aux enjeux liés au réchauffement climatique. Ils ont fait remonter ce constat au Shift, et c'est pourquoi nous avons décidé d'initier ce travail. Donc cette étude a été structurée en 2 parties. Dans un premier temps, une étude qualitative. Nous avons réalisé des entretiens avec plus de 140 parties prenantes de l'enseignement supérieur, des directions d'établissements, des enseignants-chercheurs, des institutionnels, des représentants d'associations étudiantes. C'était réellement le fruit d'un travail collectif, car grâce à tous ces témoignages, nous avons pu produire une première version de notre rapport intermédiaire qui a été publié le 20 novembre dernier. Beaucoup des personnes que nous avons rencontrées sont ce soir présentes dans la salle, donc j'en profite pour les remercier à nouveau du temps qu'ils nous ont accordé pour rendre cette étude la plus pertinente possible. Et je remercie également les 30 relecteurs dont le travail nous a permis également d'améliorer ce rapport. Dans un second temps, nous avons réalisé une étude quantitative. Nous avons cherché à enrichir l'étude initiale avec des chiffres pour montrer comment aujourd'hui les enjeux climat-énergie étaient effectivement pris en compte et traités dans différents établissements de l'enseignement supérieur, dans 6 catégories différentes. C'est une étude qui a été réalisée par notre réseau de bénévoles, les Shifters, sur la base des informations disponibles en ligne, mais je vous en dirai un petit peu plus dans la suite de cette présentation. Certains de nos interlocuteurs nous ont demandé pourquoi finalement vous avez pris le sujet du climat comme enjeu central. Déjà d'abord, le climat, on voit un petit peu ça comme la colonne vertébrale qui permet d'aborder tout un tas d'enjeux environnementaux qui y sont liés. C'est également un sujet qui fait l'objet d'un consensus au niveau international, comme on peut le voir avec les accords de Paris, d'une forte légitimité scientifique également avec les travaux du GIEC. Et aujourd'hui, nos économies, si elles ont pu se développer si rapidement, c'était grâce à l'abondance des énergies fossiles qui ont permis du coup à nos sociétés de se développer. Et il y a aujourd'hui un consensus international sur l'origine anthropique des gaz à effet de serre. Nous sommes donc confrontés à une double contrainte carbone. La première, nos économies dépendent profondément de ressources qui sont limitées. Et la seconde, l'utilisation de ces ressources donne lieu au réchauffement climatique qui lui-même induira de profonds bouleversements dans nos sociétés et nos économies. Donc, faire face au changement climatique, c'est d'abord s'occuper de transition énergétique, c'est-à-dire changer d'énergie, l'utiliser moins et l'utiliser mieux. Et l'ensemble de la société est concerné par ce défi, d'où la nécessité de former l'ensemble des citoyens. Si la France, pays de l'accord de Paris, souhaite arriver à ses objectifs de transition, elle doit aujourd'hui mettre en adéquation la formation de ses étudiants avec ces objectifs. Dès 2008, l'importance de l'éducation aux enjeux climatiques sera reconnue au niveau international et institutionnalisée dans l'accord de Paris. L'article 12 de l'accord de Paris mentionne l'importance de l'éducation des enjeux liés au climat.
Et en France, l'intégration des enjeux environnementaux au sens large se fera principalement dans le primaire et le secondaire, à partir des années 70. Et si cette intégration se fait progressivement dans le primaire et le secondaire, qui, contrairement à l'enseignement supérieur, sont centralisés, il est donc plus aisé de savoir ce qui est enseigné et de faire évoluer les programmes, il y a quand même des challenges qui se posent par rapport à cette intégration. Je ne vais pas tellement m'étendre là-dessus par manque de temps, mais cette partie est plus détaillée dans notre rapport. Je vais juste citer 3 challenges qui se posent. Dans un premier temps, celui de la formation des enseignants. Il faut que les enseignants qui eux-mêmes transmettront le savoir à toute une génération d'élèves aient été formés de manière adéquate à ces sujets. Et il faut également s'assurer que la recherche de consensus ne prenne pas le pas sur la rigueur scientifique des contenus, notamment dans les programmes et dans les manuels scolaires. Et enfin, on peut également se poser la question de est-ce que cette intégration est suffisante ? Ce qui semble aujourd'hui ne pas nécessairement être le cas. C'est d'ailleurs l'objet d'un appel qui a été lancé par des scientifiques en décembre dernier pour alerter le ministère de l'Éducation sur l'insuffisance, le peu de présence des enjeux liés au climat dans les programmes de la seconde et de la première. De manière générale, les Français sont plutôt climato-convaincus et prêts à agir. 71% de la population pense que le réchauffement climatique est lié à l'activité humaine et 76% se disent prêts à changer leur mode de vie. Malgré cette sensibilité, on constate tout de même que les causes du phénomène ne sont pas nécessairement bien identifiées. On peut citer à titre d'illustration ce sondage. Quand on demande aux Français « Est-ce que vous pensez que les centrales nucléaires contribuent à émettre des gaz à effet de serre ?» Pour plus de 70% des répondants, la réponse est oui. Donc, s'il y a d'autres problèmes qui peuvent être soulevés quant à l'utilisation du nucléaire, sur lesquels je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, l'émission de gaz à effet de serre n'en est pas un. Et ce qui montre que les causes du phénomène ne sont pas nécessairement bien identifiées. Ce qui peut du coup conduire à de mauvais arbitrages sur les solutions à mettre en œuvre. Par exemple, quand on demande aux gens quelles sont les actions que vous mettez en place principalement pour réduire votre empreinte carbone, les premières actions citées sont le tri des déchets et l'achat de légumes locaux et de saison, alors que la mobilité, qui est identifiée comme l'un des facteurs les plus efficaces pour réduire son empreinte carbone, est citée en dernier. De manière générale, beaucoup d'études s'accordent sur le fait que la transition énergétique sera globalement créatrice d'emplois, qu'elle créera à la fois la transition qui va créer de nouveaux emplois, mais également induire de profondes transformations dans les emplois déjà existants. Il y a un réel besoin de compétences et de connaissances dans tous les secteurs économiques. Et il est nécessaire de former non seulement les personnes qui vont être amenées à occuper un emploi directement en lien avec la transition énergétique, mais également tous les autres, c'est-à-dire les futurs décideurs économiques, les futurs décideurs politiques, dont les décisions dans leur vie professionnelle auront un impact très fort sur notre capacité à atteindre nos objectifs de transition. Mais il faut également former les futurs électeurs, les futurs élus, les futurs parents, les futurs journalistes, les futurs enseignants. Tout le monde aura un impact au niveau professionnel et au niveau individuel. Si cette éducation doit se faire évidemment tout au long de la vie et dès le plus jeune âge, les études supérieures constituent en quelque sorte un moment propice où les étudiants sont suffisamment matures pour mettre cet enjeu en perspective par rapport à l'emploi qu'ils occuperont dans leur future vie professionnelle. Pour vous parler maintenant un petit peu du climat dans le supérieur, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'en France, l'offre de formation spécialisée en environnement est très riche. On en compte plus de 1500. Mais à côté de cela, dans les formations non spécialisées en environnement, on constate que le sujet environnement et le sujet climat-énergie est moins structurant dans les formations, en dépit d'un intérêt grandissant et explicite des étudiants. Les modules qui traitent de climat et d'énergie sont souvent relégués au second plan et optionnels. Avant de vous faire part des chiffres de notre étude, je vais brièvement aborder avec vous la méthodologie. Je vous invite cependant à aller consulter l'ensemble de la méthodologie qui est détaillée en annexe de notre rapport, parce que je ne pourrais pas vous donner tous les détails, c'est un petit peu long. Mais alors, pour cette étude chiffrée, nous avons cherché à analyser la présence des enjeux liés à l'environnement au sens large et à la thématique climatique et énergétique plus précisément, dans 34 établissements du supérieur que nous avons sélectionnés en croisant des classements d'établissements. Cette étude a été réalisée, comme je disais tout à l'heure, par notre réseau de bénévoles, les Shifters. J'en profite pour les remercier aussi pour leur implication tout au long de ce projet. Donc, qui ont réalisé un recensement sur la base des informations qui étaient disponibles sur les sites internet des établissements.
Une fois le recensement effectué, nous avons envoyé les recensements, donc les fichiers avec toutes les données sur les formations et les cours, aux établissements pour vérification par leurs soins, parce que les informations qui sont disponibles en ligne ne sont pas toujours parfaites et parfois il peut manquer des éléments. Nous avons reçu une grande aide de la part de certains établissements qui ont vraiment pris le temps de corriger nos données, de revenir vers nous pour nous aider à avoir les données les plus exactes possibles. Mais il faut savoir que tous les établissements n'ont pas répondu positivement à nos sollicitations pour vérifier les données. La qualité de ces dernières est donc hétérogène. Il faut garder ça en tête quand on analyse les résultats. Nous avons sélectionné donc 34 établissements du supérieur. Cette étude ne se veut nullement exhaustive, ne revendique nullement l'exhaustivité et n'est pas représentative du supérieur dans son ensemble. Nous avons cependant cherché à analyser des établissements qui font référence dans leur discipline et qui vont former les futurs corps intermédiaires de la société française. Donc c'est une première étude pour fournir des ordres de grandeur sur la façon dont les enjeux environnementaux et climatiques et énergétiques sont traités aujourd'hui dans ces établissements. Pour passer aux chiffres maintenant, donc selon notre étude, dans les 34 établissements que nous avons sélectionnés, 65% des formations n'abordent pas du tout les questions environnementales. Nous avons ensuite 35% des formations qui abordent les questions environnementales au sens large et 24% des formations qui vont aborder les enjeux climatiques et énergétiques. Si on zoome un petit peu, on voit qu'il y a une grande disparité en fonction des établissements. Les établissements qui proposent à leurs élèves, alors déjà juste pour vous donner des clés de lecture, ce qui est en hachuré, ce sont les formations qui abordent les questions environnementales au sens large. En jaune, ce sont les formations qui abordent les enjeux climat-énergie dans des cours facultatifs. Et en orange, ce sont les formations qui abordent les enjeux climat-énergie dans des cours obligatoires. Donc on voit que ce sont les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs qui proposent le plus de formations avec des cours traitant des enjeux climat-énergie. Avec 54% pour les écoles de commerce et 48% pour les écoles d'ingénieurs. Mais quand on regarde le caractère obligatoire ou optionnel de ces modules, on voit qu'il y a quand même que ces chiffres baissent considérablement. Pour les écoles d'ingénieurs, seuls 26% des formations proposent des cours obligatoires traitant des enjeux climatiques et énergétiques. Et pour les écoles de commerce, ce chiffre tombe à 6% et 7% pour les universités. Pour les écoles de hauts fonctionnaires et les autres établissements de notre sélection, je vous invite également à consulter notre étude parce que les établissements qui ont été sélectionnés dans ces catégories sont des établissements qui dispensent des formations très différentes et ça n'avait pas tellement de sens de les analyser en tant que catégorie, mais je vous invite du coup à aller lire notre étude pour avoir une analyse plus fine. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que 65% des formations qui ne traitent pas du tout des enjeux énergie et climat, c'est beaucoup. Et environnementaux au sens large, et que 11% des formations qui traitent des enjeux climatiques et énergétiques de manière obligatoire, c'est peu. On pourrait penser, les 35% des formations au total qui abordent les questions environnementales au sens large, c'est un préalable encourageant. On pourrait imaginer faire évoluer ces cours pour qu'ils abordent de manière systématique les enjeux climatiques et énergétiques, mais il faudrait également se préoccuper des 65% restants, car aujourd'hui, pour 65% de ces formations, les élèves qui sortiront de ces formations n'auront jamais entendu parler des enjeux climatiques et énergétiques tout au long de leur formation. Face à ce constat, on peut se poser la question, quels sont les obstacles à une meilleure intégration des enjeux climatiques et énergétiques dans l'enseignement supérieur en France ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au primaire et secondaire, comme je disais tout à l'heure, l'enseignement supérieur n'est pas centralisé, il est caractérisé par une grande diversité d'acteurs et de rapports de force. Donc on a d'abord les établissements qui ont des gouvernances très différentes et qui ont une autonomie croissante. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui a deux organes, le cabinet qui va définir la politique à mettre en œuvre et la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, qui va mettre en œuvre la politique définie par le cabinet. Nous avons également des organismes de consultation, des structures consultatives, comme par exemple la conférence des présidents d'université et la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ou encore la conférence des grandes écoles, et également des organismes d'évaluation que je vais aborder dans la slide suivante. Il faut aussi, pour comprendre les obstacles à l'intégration de plus de climat et d'énergie dans le supérieur, il faut aussi comprendre comment les formations sont mises en place. Plusieurs acteurs sont impliqués dans le processus de création des maquettes de formation.
Il y a d'abord les enseignants-chercheurs et les responsables pédagogiques au sein des établissements qui vont se plier à des règles principalement de forme qui sont définies par l'État dans le cadre du cadre national des formations, qui va définir les principes et les modalités de délivrance de diplômes sur 3 niveaux, la licence, le master et un niveau commun aux deux. Si on prend l'exemple de la licence, en licence, il existe 4 noms de domaines, arts, lettres, langues, sciences, technologie, santé, droit, économie, gestion et enfin sciences humaines et sociales, pardon. Nous avons ensuite 45 intitulés disponibles et pour chacun de ces intitulés, un référentiel de compétences qui définit les compétences que tout étudiant devra avoir acquis à l'issue de sa formation. Il y a ensuite les organismes d'accréditation que je mentionnais tout à l'heure, donc le HCERS qui est le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, la CTI, la Commission des titres d'ingénieur et enfin la CEFDG, la Commission d'évaluation des formations et des diplômes de gestion, qui sont des organismes qui vont s'assurer que les missions qui ont été confiées aux établissements dans le cadre de leur contrat avec l'État ont bien été respectées et qui vont accréditer les établissements pour délivrer des diplômes nationaux. Clémence reviendra sur ces organismes et sur leur rôle pour faire progresser les enjeux climat dans le supérieur au moment des pistes de réflexion. De manière générale, du coup, comme on l'a vu, l'enseignement supérieur est une structure, est un système qui est caractérisé par une grande complexité. Et nos interlocuteurs nous ont également rapporté plusieurs freins face à l'intégration de plus de climat et plus d'énergie dans les formations du supérieur. Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que le sujet climat-énergie est par nature un sujet interdisciplinaire qui, pour le traiter de manière adéquate, il faut le traiter à travers plusieurs disciplines, à la fois les sciences dures comme la climatologie, mais également les sciences sociales, la politique, l'économie. L'interdisciplinarité est vraiment indispensable pour s'emparer du sujet de manière adéquate. Et en France, aujourd'hui, il existe de nombreux obstacles à l'interdisciplinarité, à commencer par la rigidité des classifications disciplinaires du Conseil national des universités. Le CNU est un organisme qui va décider de la progression dans les carrières des enseignants-chercheurs. Et c'est un organisme qui est très cloisonné par discipline. Il existe 11 sections et 52 catégories disciplinaires. Et nos interlocuteurs nous ont rapporté que les enseignants-chercheurs sont fortement découragés de s'emparer de sujets de recherche interdisciplinaires dus à l'existence de ces catégories très cloisonnées. Les enseignants-chercheurs sont fortement encouragés à se consacrer à leur discipline pour progresser rapidement dans leur carrière. Un autre obstacle qui a été cité, c'est la nécessité pour les enseignants-chercheurs d'être visibles pour exister. Les enseignants-chercheurs sont soumis à une certaine pression de publication dans des revues académiques cotées pour se faire, encore une fois, connaître de leurs pairs dans leur discipline, ce qui les décourage également à s'emparer de sujets de recherche interdisciplinaires. Et enfin, cette pression de publication a également un autre effet pervers, c'est que les enseignants-chercheurs qui s'investissent dans l'enseignement aujourd'hui sont peu valorisés, car les activités de recherche sont plus prestigieuses et plus encouragées. Il y a donc un manque de valorisation des enseignants-chercheurs dans la pédagogie. Face à cela, je ne vous ai pas un tableau un peu noir, mais il y a évidemment beaucoup d'acteurs qui œuvrent pour faire changer les choses, à commencer par les enseignants. Les enseignants qui, s'ils sont confrontés à un certain nombre de freins administratifs et disciplinaires, sont nombreux à rattacher le sujet du climat à leur propre discipline. On peut citer par exemple l'exemple d'une enseignante en thermique qui va parler de climat à ses élèves, ou encore un enseignant en finance qui va parler du risque de finance carbone à ses étudiants. On peut citer un autre exemple. À Centrale Lyon, les professeurs de langue ont par exemple pris les sujets du développement durable comme support pour leurs cours. Il y a beaucoup de professeurs qui sont militants et motivés pour intégrer plus de climat et plus d'énergie dans leur discipline. Il y a une véritable communauté qui existe aujourd'hui. Elle est juste invisible et assez fragmentée. Mais de manière générale, il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont leaders et influenceurs. Les étudiants, ensuite, évidemment, comme en témoignent les manifestations de ces dernières semaines et le 15 mars plus particulièrement, plus de 1,5 million d'étudiants ont manifesté à travers le monde en faveur du climat. Donc les étudiants sont vraiment demandeurs et proactifs. On peut également citer l'exemple du manifeste étudiant pour un réveil écologique qui, moins d'un mois après sa création, comptabilisait déjà plus de 20 000 signatures. On a d'ailleurs le plaisir de compter Lali Horry parmi nous ce soir, qui est l'une des initiatrices du manifeste et qui pourra vous en dire un peu plus sur cette initiative. La conférence des grandes écoles et la conférence des présidents d'universités qui ont également initié une réflexion pour faire progresser le sujet de la transition dans les établissements, qui ont mis en place beaucoup d'initiatives très encourageantes. Et enfin, les directions d'établissements
dont le soutien est indispensable pour pérenniser les initiatives novatrices. Il y a beaucoup de directions d'établissements qui aujourd'hui se mobilisent et vraiment souhaitent mettre en place une stratégie pour faire progresser ces enjeux dans leur établissement, mais elles sont parfois confrontées à des difficultés, ne sachant pas très bien par où commencer vu l'ampleur de cet enjeu. Et j'ai oublié de citer les responsables développement durable qui sont également très actifs dans leurs établissements respectifs pour mettre en place des stratégies de transition qui concerne souvent la dimension patrimoine, la dimension campus, donc comment mettre en adéquation son campus avec les objectifs de transition. De manière générale, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place par divers acteurs, des initiatives qui sont très encourageantes et que nous n'avons pas pu toutes lister dans ce rapport. Nous avons tâché d'en mentionner quelques-unes, mais nous n'avons bien sûr pas pu tout lister. Il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent. Et face à cela, une question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle que l'État devrait jouer ? Parmi nos interlocuteurs, il n'y a pas vraiment de consensus sur le rôle exact que l'État devrait jouer aujourd'hui. Le ministère ne s'est d'ailleurs pas vraiment positionné sur la question. Et en dépit de beaucoup de déclarations de bonnes intentions, peu d'actions concrètes ont été menées en la matière. Mais de manière générale, nos interlocuteurs s'accordent cependant pour dire qu'une impulsion politique est aujourd'hui nécessaire pour mettre le sujet à l'agenda et pour lui donner l'ampleur qu'il mérite pour répondre à la question à la hauteur de l'enjeu. Voilà, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Clémence qui va vous faire part des pistes de réflexion que nous avons identifiées dans ce rapport. Bonjour à tous, donc Clémence Vereux, qui est copilote de l'étude. Finalement, au cours de nos entretiens, on a beaucoup pu aborder avec nos interlocuteurs tous ces aspects d'état des lieux que Marion a évoqués, donc dresser le constat simplement de la manière dont fonctionne l'enseignement supérieur et dont il tient compte, ou finalement pas suffisamment, des enjeux climat-énergie dans les formations. Et on a aussi pu évoquer avec eux des pistes de réflexion pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire débloquer cette situation et intégrer davantage ces questions dans les formations. Finalement, il y a beaucoup d'acteurs, comme l'a dit Marion, c'est un univers très complexe. Et il y a notamment en centre les directions d'établissement qui ont le pouvoir et la compétence de mettre ces sujets dans les formations. Ce qui manque, c'est un cadre qui accompagne et qui encourage ces directions dans leur démarche et qui les assiste pour généraliser les initiatives qui existent déjà à tout l'enseignement supérieur. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc Marion parlait du rôle de l'État. Donc effectivement, il est beaucoup remonté qu'on attend une impulsion politique est attendue de la part de l'État, simplement pour mettre le sujet à l'agenda, décider qu'il y a une urgence et qu'il faut vraiment s'en emparer de manière très très générale dans tout l'enseignement supérieur. Et mettre en cohérence donc une stratégie nationale de l'enseignement supérieur pour le climat avec la stratégie nationale bas carbone et les objectifs climatiques de la France. Donc initier la construction de cette stratégie et se donner les moyens d'assurer le suivi et donc la mise en œuvre dans tout l'enseignement supérieur en France. Ça pourrait passer à travers la création d'un observatoire national qui soit chargé que effectivement l'enseignement supérieur évolue pour se mettre en adéquation avec les objectifs nationaux. L'État peut aussi montrer l'exemple par la formation des fonctionnaires. Donc aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de fonctionnaires en France qui, aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on a pu constater, sont très peu formés à ces questions-là dans leur formation initiale. Il y a très peu de choses sur les enjeux de transition, sur les objectifs climatiques. Donc c'est des fonctionnaires qui connaissent mal le sujet aujourd'hui et ces sujets pourraient être davantage inclus dans la formation initiale. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont proposées, on l'a constaté au niveau de la formation continue, des formations courtes spécialisées, au CNFPT par exemple ou à l'ADEME, mais on pourrait imaginer que ces formations soient généralisées, soit davantage intégrées à la formation initiale ou que pour accéder à certains postes de fonctionnaires, on soit obligé de suivre certaines de ces formations pour arriver à identifier les enjeux de transition qui sont en lien avec le poste qui sera occupé, par exemple. Donc, ça permettrait de montrer l'exemple. Donc là, on parlait de l'État en général. Plus précisément, donc, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, donc le MESRI, peut aussi jouer un rôle.
et donc a déjà des outils, c'est ce qu'on nous a dit, pour influencer et accompagner la démarche des établissements. Donc, par exemple, le MESRI peut donner des lignes directrices lors de la nomination des dirigeants d'établissement. Il pourrait donner une feuille de route aux dirigeants pour lui demander de faire en sorte que la stratégie de l'établissement soit en adéquation et tienne compte des objectifs nationaux qui ont été définis. Ça peut aussi passer par une action au sein des conseils d'administration. L'État et donc le MESRI est souvent présent dans les conseils d'administration des établissements, où il est généralement silencieux, de ce que nous ont rapporté beaucoup d'interlocuteurs. Donc il pourrait essayer d'être un peu plus présent et davantage prendre la parole pour rappeler les objectifs nationaux, rappeler que quand même l'établissement et l'enseignement supérieur doivent aussi s'inscrire dans cette dynamique et apporter sa pierre. Il y a aussi des outils réglementaires qui existent. Par exemple, un vice-président à la transition climatique, ce poste pourrait être créé dans les établissements publics, donc les universités, et encouragé aussi dans les établissements privés, comme ça a été le cas pour les vice-présidents numériques qui aujourd'hui existent dans les universités. Et donc ce vice-président pourrait avoir à s'assurer de l'intégration des questions de transition énergétique et climatique dans toutes les formations de l'établissement. Marion a aussi expliqué que le ministère de l'Enseignement supérieur, finalement, il est quand même plus présent sur les questions de recherche, mais c'est aussi un outil à travers lequel il peut agir sur l'enseignement supérieur, puisque beaucoup d'enseignants sont en fait des enseignants-chercheurs, et ils enseignent sur la base de leur sujet de recherche. Et donc, en orientant la recherche pour intégrer davantage les questions de transition climatique et énergétique, ou aussi, de manière générale, favoriser l'interdisciplinarité dans la recherche, comme Marion a expliqué qu'il était nécessaire de faire pour pouvoir traiter des enjeux de transition qui sont interdisciplinaires par nature. Ça pourrait orienter la recherche dans cette direction, pourrait aussi contribuer. De la même manière que le MESRI pourrait aussi valoriser les activités d'enseignement dans les carrières des enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, comme Marion l'expliquait, les enseignants sont vraiment très très encouragés à publier beaucoup, et leurs activités d'enseignement sont finalement assez peu valorisées dans leur carrière. Donc c'est pas vraiment un choix stratégique que de consacrer des heures et de l'énergie à construire un enseignement, et notamment sortir un petit peu des lignes traditionnelles de la discipline pour inclure des enjeux sociétaux comme la transition énergétique et climatique. Donc c'est aussi quelque chose qui pourrait se faire, ce qui implique aussi des enjeux de formation continue, comme on l'a pu le voir pour les fonctionnaires, pour que ces enseignants puissent se former et donc intégrer des enjeux qu'ils ne connaissaient pas à l'origine dans leur sujet. Les ministères de tutelle aussi peuvent jouer un rôle. Donc certains établissements dépendent, en plus du ministère de l'Enseignement supérieur, d'un ministère de tutelle. Certains de nos interlocuteurs au sein de ces ministères ont pu regretter et concéder que leur ministère ne s'était pas donné les moyens de vraiment assurer un pilotage ou un suivi des formations des établissements dont ils ont la charge. Pour d'autres, on peut citer le ministère de la Culture, le ministère a quand même davantage souhaité accompagner les établissements. Donc, par exemple, le ministère de la Culture a donné des moyens pour contribuer à la création d'un réseau pour la formation à la transition écologique dans les écoles d'architecture, donc l'ENSA ECO, dont je crois il y a quelques représentants dans la salle ce soir, et qui est un réseau assez actif qui permet de mobiliser la communauté, d'encourager le partage d'expériences et de connaissances entre les acteurs. Donc c'est aussi une manière pour les ministères d'accompagner cette démarche et aussi d'orienter les établissements en participant aussi à leur stratégie. Et de manière un peu plus indirecte, on a donc le rôle des organismes d'évaluation, donc notamment le HCRS mentionné par Marion, qui est donc une agence indépendante de l'État, mais qui a un mandat qui est défini par l'État, qui pourrait donc, si on lui demandait, s'assurer que dans chaque formation qui est suivie par un étudiant, l'étudiant aura eu au moins un cours obligatoire qui aborde les enjeux climatiques et énergétiques, afin de s'assurer que chaque étudiant ressort de l'enseignement supérieur avec un bagage en la matière, par exemple. La commission des titres d'ingénieur pourrait faire la même chose et mettre finalement les enjeux de transition énergétique et climatique au cœur de ses priorités. Donc en ce moment, il a tendance à beaucoup mettre l'accent sur le numérique, par exemple. Il pourrait décider que les enjeux climatiques sont aussi très importants et davantage essayer d'influencer les formations d'ingénieurs en ce sens. Et la CEFDG pourrait faire la même chose pour les diplômes de gestion. Un autre levier important, vous l'avez constaté ces derniers mois, c'est la mobilisation des étudiants.
Quand on a commencé ce projet, il n'y avait rien sur le sujet, il n'y avait pas de mobilisation. Et on voit que si vous êtes aussi nombreux ce soir, s'il y a une dynamique qui est assez favorable, qu'il y a des tas d'articles de presse qui sortent sur le sujet, c'est notamment grâce à la mobilisation de ces étudiants, collégiens, lycéens et puis étudiants du supérieur, qui ont permis de mettre le sujet à l'agenda médiatique et politique, puisque ça a beaucoup été repris, et notamment il y a eu de plus en plus de positionnements politiques sur le sujet. Ça permet donc aussi de mobiliser d'autres parties, puisque après les étudiants, les collégiens, les lycéens, des professeurs aussi ont pris la parole et se sont aussi mobilisés, ont commencé à manifester et se sont même structurés en réseau. On peut mentionner le réseau des enseignants pour la transition, par exemple, qui ont commencé à discuter entre eux, créer une communauté et partager un petit peu leurs expériences, leur support pédagogique et essayer de travailler ensemble. On peut aussi citer l'initiative des initiateurs du manifeste étudiant pour un réveil écologique qui, dans cette même démarche, a initié l'élaboration d'une boîte à outils pour permettre aux étudiants d'aller voir leur direction et d'entamer un dialogue avec eux sur le contenu des formations. Et qui ont aussi, par ailleurs, engagé un dialogue avec les entreprises pour faire comprendre leurs attentes à leur égard. L'évaluation par les étudiants des établissements du supérieur et du contenu de leur formation peut aussi jouer un grand rôle. Pour certains établissements, l'avis des étudiants, leur retour sur le contenu des formations et des cours est essentiel lorsqu'ils révisent leurs plaquettes pour tenir compte de ce qu'ils entendent. Pour d'autres, ce n'est pas le cas, mais ça permet également de faire évoluer les formations. Ça peut aussi se faire de manière un peu plus spontanée. On a eu l'exemple, par exemple, d'une étudiante qui a contacté sa direction directement pour l'alerter qu'un enseignant en RSE tenait des propos très manifestement climato-sceptiques, et la direction a ainsi pu prendre des mesures pour retirer l'enseignant de ce cours. Les anciens élèves aussi peuvent contribuer. Par exemple, l'association des arts et métiers alumni compte 30 000 adhérents. À Sciences Po, il y en a 8 000. Ils peuvent aussi faire remonter les besoins qu'ils identifient en termes de formation à ces enjeux-là. Les étudiants sont aussi, il y a de plus en plus d'associations étudiantes pour l'environnement, pour le développement durable qui se constituent, qui sont aussi très actives. Les étudiants sont aussi présents au conseil d'administration des établissements où ils peuvent aussi faire entendre leur voix, même si des fois elle n'est pas forcément entendue. Mais la mobilisation des étudiants est effectivement un vecteur très important pour faire évoluer les choses. Donc un autre acteur important sont les entreprises, ou de manière générale les recruteurs, qui permettent donc ce qui est beaucoup revenu de nos entretiens, notamment avec des directions d'établissements, c'est finalement notre grande priorité, c'est l'employabilité de nos étudiants, c'est leur mise sur le marché du travail, leur insertion professionnelle, et qu'ils n'identifient pas aujourd'hui de demande de la part des entreprises pour avoir des professionnels qui soient formés à ces enjeux de transition climatique et énergétique, au-delà des professionnels spécialisés donc sur ces sujets-là, mais tous les autres, pas vraiment. Or, nous, ce qu'on constate, c'est que, donc là, j'ai mis, vous ne pouvez pas le voir très bien, mais on a un organigramme un petit peu classique d'une entreprise avec une direction générale, une direction de la stratégie, des ressources humaines, une direction financière. Voilà, finalement, c'est toutes des directions qui sont concernées de manière indirecte, mais finalement assez importante, par les bouleversements futurs que va connaître le secteur. Et donc, il faut que ces entreprises arrivent à identifier et mettre en évidence leurs besoins de formation en la matière et recrutent en ce sens pour que les établissements puissent identifier le besoin et donc mettre le sujet aussi dans leur formation. Et les entreprises jouent aussi un rôle important dans la formation continue, puisque s'il y a beaucoup de Français qui sont aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, il y en a encore beaucoup plus qui sont déjà sur le marché du travail et qu'il est nécessaire de former pour qu'ils puissent aussi, dans le cadre de leur fonction, mettre en œuvre la transition énergétique et climatique. Donc, d'autres acteurs sont les classements. Comme il y a beaucoup d'étudiants aussi dans la salle, les classements sont très regardés par les étudiants, mais ils sont aussi très très suivis par les établissements qui ont besoin d'être bien classés pour attirer les meilleurs étudiants et qui regardent donc de près les critères retenus par les classements, donc, qui sont des acteurs privés qui vont décider d'évaluer et noter des établissements en fonction de plusieurs critères. Donc là, c'est celui de l'étudiant que vous voyez peut-être pas bien, mais qui a comme critère par exemple l'excellence académique, donc les publications de ces enseignants-chercheurs, donc quelque chose que Marion identifiait comme potentiellement problématique d'ailleurs pour l'enseignement, l'ouverture à l'international par exemple, ou encore les hauts salaires. Or par exemple les emplois
dans le domaine de l'environnement sont plutôt moins payés que les autres. Donc un établissement aurait même de manière stratégique moins intérêt à ce que leurs étudiants aillent travailler dans le secteur de l'environnement parce qu'ils seront moins payés que d'autres. Certains nous ont dit qu'ils en étaient même à vraiment ne surtout pas encourager leurs étudiants à aller travailler dans des ONG ou dans des secteurs voilà, dans le social parce que ça paye moins bien. Voilà, donc c'est aussi des critères qui aujourd'hui défavorisent un petit peu la formation aux enjeux de transition. Donc on pourrait imaginer que ces classements intègrent davantage la formation à ces enjeux-là dans leurs critères pour davantage inciter les établissements à en tenir compte. Il y a quelques classements spécifiques qui sont créés sur le sujet, comme le Green Metric en Indonésie, qui note spécifiquement ces sujets-là, mais qui n'est finalement pas très connu. Et donc finalement, ça nous paraît plus stratégique de faire évoluer les classements les plus populaires, les plus connus, qui sont suivis par les établissements et les étudiants pour vraiment faire évoluer les choses. Et de la même manière que les classements, les labels jouent aussi un rôle, qui sont en fait un petit peu comme des organismes d'évaluation, mais privés, qui vont évaluer les établissements sur la base de critères qu'ils définissent aussi eux-mêmes. Donc on peut citer Equis au niveau européen ou la CSB au niveau international, et qui n'accordent pas non plus une place très très importante à ces questions-là. Au niveau français, le label DDRS a été créé à l'initiative de la CPU et la CGE, qui notent spécifiquement ces sujets aussi, enfin, les sujets de développement durable en général. Voilà. Mais de la même manière, pour avoir vraiment beaucoup d'impact, il faudrait arriver à intégrer ce critère de manière plus massive dans tous les labels. De la même manière, on pourrait mettre ces questions-là au programme des concours. Donc pour accéder à beaucoup d'établissements de supérieur, et notamment beaucoup de ceux qu'on a étudiés, les étudiants doivent passer des concours, qu'ils travaillent parfois pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, parfois même plus, pour arriver à être pris dans l'école. Et donc finalement, mettre ces sujets au programme des concours obligerait les étudiants à le travailler, l'étudier pendant plusieurs années potentiellement, pour réussir ce concours. Et donc ça obligerait aussi les enseignants et les classes préparatoires à s'adapter et aussi enseigner le sujet. Donc ça marche pour les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et aussi les concours de la fonction publique qui pourraient intégrer ces questions-là. Donc de manière générale, tous ces sujets-là visent à créer ce cadre favorable pour arriver à encourager l'enseignement des enjeux climatiques et énergétiques dans la transition, dans les formations, pardon. Et finalement, la question, c'est comment est-ce qu'on s'y prend ? Donc, ce qui fait beaucoup consensus, c'est la nécessité de définir un socle commun de connaissances sur lesquelles s'appuyer, donc que tout étudiant qu'on pourrait attendre que tout étudiant ait à la fin de son parcours. Et notamment donc, pour garantir une certaine cohérence des enseignements, et notamment donc, qu'on n'ait plus un enseignant de RSE qui puisse tenir des propos climato-sceptiques, par exemple, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et les travaux du GIEC sont souvent évoqués comme un point de départ par les enseignants, simplement parce qu'il y a beaucoup de ressources qui existent déjà. C'est une base qui fait consensus scientifiquement et qui est reconnue. Et le sujet climat, donc, comme Marion a pu l'expliquer, permet d'être rattaché à tout un tas d'autres sujets environnementaux et sociaux, et donc une bonne colonne vertébrale pour aborder d'autres sujets. La nécessité aussi de recontextualiser les enjeux est souvent évoquée par notamment les enseignants, qui trouvent que le lien entre changement climatique et ses conséquences concrètes réelles n'est pas forcément fait par les étudiants, donc il faut arriver vraiment à mettre en évidence ce lien et ne pas laisser ce sujet comme trop abstrait pour les étudiants, pour qu'ils puissent vraiment se l'approprier et identifier le rôle qu'ils peuvent jouer dedans. Et la nécessité aussi de s'inscrire dans une vision de long terme. Il y a plusieurs formations, un certain nombre qui s'inscrivent dans une vision d'assez court terme. On peut citer les formations en finance, par exemple. Or, on pourrait attendre de toute formation qu'elle s'inscrive à l'horizon du siècle, ou au moins à l'horizon de la fin de carrière de l'étudiant. La nécessité aussi donc, de créer des synergies entre les différentes disciplines. Donc, Marion parlait d'interdisciplinarité. Il nous est beaucoup remonté d'enseignants la nécessité de mélanger les sciences dures, sciences fondamentales, avec des sciences humaines et sociales, sciences économiques, pour arriver à présenter une vision globale de ces questions-là, puisque la transition énergétique et climatique l'exige, et donc faire dialoguer sciences politiques, sciences économiques, sciences dures, pour arriver à vraiment comprendre le sujet.
Donc il y a des initiatives qui émergent en la matière. On peut mentionner le master Sciences et politiques de l'environnement à Sciences Po, par exemple, qui cherche donc à recoller les morceaux et permettre à l'étudiant de vraiment comprendre une bonne compréhension du sujet de manière globale. Il y a d'autres éléments, d'autres aspects qui font moins consensus, notamment la nécessité de comment est-ce qu'on va vraiment, dans la forme, enseigner les enjeux de transition énergétique et climatique. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des modules dédiés, c'est-à-dire donc simplement un cours fait par un enseignant de manière uniforme à tous les élèves sur le changement climatique et la transition énergétique, ou est-ce que ça peut être des thématiques qui infusent dans tous les enseignements d'une formation, ce qui permet à la fois d'économiser des heures à rajouter, qu'il faudrait sinon rajouter aux étudiants, mais qui implique en revanche de former des enseignants à ces sujets-là pour qu'ils puissent les intégrer dans leurs cours. Voilà, donc c'est une question qui reste ouverte. Est-ce qu'il vaut mieux des contenus académiques, donc un cours d'un prof à ses élèves dans un amphithéâtre très classique? Est-ce qu'il vaut mieux des cas d'études, par exemple une école de communication qui prendrait les enjeux de transition comme objet pour finalement s'exercer à la pratique des outils de communication? Ou encore des expériences pratiques. On a des universités qui simplement donnent des heures à disposition aux élèves pour qu'ils puissent aller participer à la vie d'une association de leur choix en développement durable, ce qui permet d'être à la fois très ludique et en même temps passe un petit peu à côté de l'objectif de mise en cohérence des enseignements. Voilà, donc c'est des choses qui restent ouvertes. De la même manière, est-ce qu'il vaut mieux enseigner ces sujets-là plutôt en début ou en fin d'études? Nous, nos chiffres montrent que c'est enseigné plutôt en fin d'études. Après, notre sélection d'établissements n'est pas tout à fait représentative puisque beaucoup d'établissements recrutent à Bac+2, mais ça a quand même l'air d'être plutôt une tendance que c'est plutôt au niveau master que ces questions-là sont abordées. Mais après, c'est quelque chose qui reste ouvert à débat. Dans certains types de formations, il peut y avoir plus de disponibilité de l'étudiant en début d'études. Pour d'autres, ce serait plus niveau master qui serait plus facile d'aborder le sujet et de le mettre en lien avec la carrière occupée. Voilà, donc c'est vraiment, il y a beaucoup de divergences d'opinion sur le sujet, ce qui finalement nous amène à conclure que la méthode à adopter doit sans doute varier en fonction des formations, en fonction des disciplines, en fonction des établissements, pour vraiment arriver à trouver la meilleure manière pour chaque type d'étudiant, chaque formation, en fait, la meilleure manière d'adresser et d'aborder la question de la transition énergétique et climatique dans les cours. Voilà, donc pour nous, ça c'est une réflexion qu'on cherche simplement à initier, qui doit être menée avec tous les acteurs autour de la table, en bonne intelligence, et peut-être par groupe de travail en fonction des disciplines, en fonction des formations, pour vraiment trouver la meilleure manière de faire. Ce qui m'amène donc à la suite, qui est donc la suite de ce rapport, vu qu'on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Donc on s'apprête à publier quelques notes sectorielles pour vraiment faire des incursions dans des types de formations spécifiques pour montrer comment est-ce que l'enjeu concerne un certain secteur d'activité. Donc une note sur le secteur de la culture, une autre note sur le secteur de la santé, et on aimerait initier aussi une note sur les formations en finance et les formations des enseignants. Par ailleurs, donc, ce qui est beaucoup remonté de nos entretiens, et notamment de la part des enseignants, c'est ce besoin de centralisation des ressources qui existent déjà, des initiatives qui ont déjà été mises en place, et donc une mise en relation de ces acteurs pour pouvoir déjà travailler ensemble, arriver à un petit peu s'entraîner les uns les autres, peut-être motiver d'autres enseignants à faire pareil, et mobiliser une communauté qui puisse se structurer et peut-être porter des messages aussi au niveau supérieur et avancer comme ça. On a aussi l'intention de lancer l'étude de plusieurs cours mis en place dans des filières différentes pour proposer un avis critique sur la manière dont les enjeux de transition énergétique et climatique sont abordés, pour simplement alimenter le débat et venir lancer la discussion. Donc ce sera un travail qui sera mené par notre comité d'experts au Shift et qui pourrait aussi avoir le concours de beaucoup d'autres experts de différents secteurs qui pourraient aussi contribuer. Donc finalement, l'objectif de tout ce travail, c'est de contribuer et d'apporter notre pierre à l'édifice de l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'enseignement supérieur pour mettre en cohérence la formation avec les enjeux et les objectifs nationaux. Et donc voilà, c'est quelque chose qui reste à mener, mais on espère vous avoir convaincu de la nécessité et qu'on espère voir émerger dans les temps prochains. Voilà, je vous remercie beaucoup et on va prendre quelques questions.